les tefilines, il faut savoir qu'il y a énormément de halachot, énormément de détails dans les halachot même. Dans chaque siman, dans chaque seif, il y a beaucoup de halachot qui nous sont rapportés de part et d'autre au sujet des tefilines pour avoir des tefilines kshérot. Les tefilines, un des grands sages qui nous parle des tefilines dès le départ, c'est le Rambam, par le Maran Shulchan Aruch. Le Rambam nous amène que les tefilines, dans les tefilines, il y a 8 halachot qui sont halacha Moshe Misinaï, qui nous sont venus directement de bouche à oreille depuis Moshe Rabbeinu. Et ces 8 halachot-là, on est intransigeant sur ces choses-là, elles sont la base de toutes les halachot pour avoir des tefilines kshérot. On va les énumérer. La première halakha, c'est que les tefilines doivent être cubiques, merubaot, un cube parfait. Le deuxième, c'est que les coutures, il y a 12 coutures je vais vous montrer ça comme ça pour mieux comprendre. Le cube, il doit être parfait. Ça s'appelle la ktsitsa. La base s'appelle titura. Et l'endroit où les retsuot et les lanières passent, ça s'appelle ma'abarta. Alors, la ktsitsa, comme on a dit, la ktsitsa doit être cubique, parfait. C'est-à-dire qu'on doit prendre vraiment un instrument de mesure, un pied à coulisse, pour mesurer que ça soit vraiment cubique. Et de chaque côté, dans les 4 carrés, le carré est aussi en tangente, pas en diagonale, pour que ça soit carré vraiment. La même chose en bas pour la titura. Les 12 coutures, on peut voir qu'il y a 4 coutures sur chaque flanc du carré. 4. Le carré doit être parfait aussi. Les coutures doivent être carrées de façon précise. Il y a 12 coutures. Il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est des points de couture qui font qu'on puisse fermer le tefilin. En fermant le tefilin, on coud de telle façon qu'il y a 12 fois aller-retour la couture pour la fermeture des tefilin. C'est pourquoi il en faut 12. Chaque chose a son allusion dans le Sod. J'y arrive tout de suite. 12, c'est les 12, comme bien sûr, c'est les Shtem Esrei Shvatim, 12 tribus d'Israël. Maintenant, si tu as parlé de ça, je peux essayer de continuer à dire que c'est pas en rapport avec ce que est marqué dans le Rambam. Je continuerai après sur le Rambam. Il y a 2 chines dans les tefilines. Le chine de droite, le chine de droite, tel qu'on aimait, il y a 3 branches. Le chine de gauche, il y a 4 branches. Ça allusionne plusieurs choses. 4 branches, 3 branches, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. 4 branches, les Imaot, Sarah, Rachel, Rivka et Léa. Et ça allusionne d'autres choses, que c'est marqué que tout celui qui met cette filine, il a comme si qu'il faisait toutes les 613 mitzvot. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on voit qu'en mettant les tefilines, on a 613 mitzvot? C'est très simple. On a 4 et 3, ça fait 7. Shin et Shin, ça fait Shesh. Quand on écrit Shesh, c'est Shin et Shin, ça fait Shesh. Et après, on a la valeur numérique de chaque Shin, c'est 300. 300 et 300, ça fait 600. 600 et 7, 607. Et 6, ça fait 613. 613 mitzvot qu'on accomplit
en mettant les tefilines, seulement en mettant les tefilines. Il y a un autre passage qui dit que quand on met les tefilines, tous nos ennemis fuiront devant nous, et c'est marqué que les ennemis, quand ils voient les tefilines qui sont de la tête, ça les fait fuir. Donc on comprend de ça que la partie des tefilines qui est en fin de compte une mitzvah en elle-même, et le yad en lui-même, il est aussi une mitzvah en elle-même. Chaque mitzvah en elle-même, l'un par rapport à l'autre, le rosh il est beaucoup plus important que le yad. Je continue sur le Rambam, je reviens sur le Rambam. On a dit donc qu'il faut que ça soit bien carré, un carré parfait au niveau du cube de la ktitsa et de la base du tefillin qui s'appelle la titura. Et aussi il faut que ça soit chaque pinote, chaque angle soit vraiment parfait. Ça soit vraiment angulaire comme il faut. Si ça peut se dire angulaire, je ne sais pas. On a parlé des shinim. Les shin, c'est aussi on a parlé des shin, c'est aussi halacha Moshe Misinaï, qu'il faut qu'il y ait un shin de 4 branches et 3 branches, halacha Moshe Misinaï. Après, à l'intérieur des tefillin, on met les parashiot. Il y a 4 compartiments dans les tefillin et un compartiment dans le yad. Le yad, il n'est pas ouvert, je ne pense pas qu'il soit ouvert. Non, il n'est pas ouvert. Il est ouvert. Dans le yad, il est ouvert. Un parchemin qui contient le même texte qu'il y a dans les tefillin, du rosh, Kadesh va'ayak ve'acha, Shema Israël va'yam shamoa. Là, c'est en 4 parchemins, et là, en un seul parchemin. Comme c'est marqué, les hot al yadecha, hot, c'est un parchemin. Ve'ayule totafot, qui est au pluriel, ce sont 4 parchemins qui ont le même texte, mais dans 4 compartiments séparés. Et je vais revenir après sur un détail qui est très important, pour ne pas que le roche ne soit pas comme le yad. J'arriverai à ça tout de suite. Donc on a dit que les parchemins qu'on va mettre dans les parachiotes, il faut qu'on les enveloppe avec une matlite. Matlite, c'est une enveloppe d'un morceau de parchemin, à part le parchemin où c'est écrit. On prend une enveloppe, on l'enveloppe avec ce morceau de parchemin, et auparavant on met du séhar, c'est des cheveux c'est-à-dire des poils de bête, du poil de la queue d'un bœuf ou quelque chose qui est consommable s'il était cachère, pas de quelque chose qui est tamé. On met d'abord ce séhar-là, ce fil-là, après l'enveloppe de parchemin, et dessus, par rapport à la marloquette, on ne sait pas où est-ce qu'il fallait mettre le séhar, si c'était sur le parchemin lui-même ou alors sur la matlite, c'est-à-dire sur l'enveloppe. Alors on met sur les deux. On met d'abord sur le parchemin lui-même qu'on a roulé, du fil, après l'enveloppe et après encore une fois du poil de bête. Et tout cela, ça aussi c'est halacha Moshe Misinaï, et on les insère dans le cube dans chaque compartiment et dans le yad aussi, la même chose. Alors, dans le hirosh, j'arrive aussi à un problème qu'il peut y avoir, et ça peut pas être la faute de la personne qui met les tefillin, ça peut être la faute seulement de celui qui insère et qui ferme les tefillin, et ça, il faut faire très attention. Il y a 4 parchemins dans le roche. Kadesh, Va'ayak Ve'acha, Shema, Va'yam Shamoa. Ça, c'est la chita de Rashi. Les cheveux, les sortes de poils avec lesquels on a entouré la parachia, celui qui met les tefillin dans les parachiotes dans les tefillin, il doit faire attention que ça sorte un petit peu de la base de la ktitsa, sorte de la titura. Et ça pourquoi? C'est marqué dans le Zohar que c'est Yenika Tachitzonim.
on doit donner aux chitzonim, aux mauvaises choses, aux mauvaises chitzonim, comment est-ce qu'on dit, aux mauvaises forces, leur part. Et comme c'est un objet kadosh, il y a toujours les chitzonim qui veulent s'accrocher, avoir une yenika, de tirer une force de la kedusha. Donc on doit faire, pour ne pas qu'ils nous empêchent de faire la mitzvah pleinement, on leur donne un petit morceau de yenika. C'est quoi? C'est ces cheveux-là, ces morceaux de poils qui sortent, et on ne doit pas les faire dépasser de trop. On mâche quelque chose de... Alors dans la halakha, c'est marqué qu'il faut faire sortir un poil. Mais vu que des fois, avec le temps, ça peut disparaître, et si ça disparaît, si on ne les voit pas à l'extérieur, c'est un problème, il faudra les rouvrir et les refaire sortir. Alors on fait sortir au moins 2 ou 3. Quelques poils doivent sortir à l'extérieur. Mais le khatrila, c'est-à-dire on doit avoir un poil de l'extérieur. Ça, c'était la Shitat Rashi. Rashi le fait sortir sur la paracha de Vayayim Shamoa, qui se trouve sur la gauche, sur la gauche pour vous, à droite de celui qui nommait. Okay? Le Rabbeinu Tam, la Shitta de Rabbeinu Tam, elle est différente. On ne fait pas le même ordre d'insération des parachiotes. On fait Kadesh Vaya Kiviacha, Vayayim Shamoa, Veshma. Et on met toujours les poils qui doivent dépasser à l'extérieur sur Vayayim Shamoa. Donc ça va sortir du milieu. Et ça, c'est notre point de reconnaissance pour déterminer qui est Rabbeinu Tam et quels sont les tefilines de Rabbeinu Tam et quels sont les tefilines de Rashi. Et chacun d'entre nous, ce qui nous incombe à nous, sans être sophère, sans être connaisseur, c'est de regarder s'il y a toujours ces poils qui sont à l'extérieur. Et si on ne les voit pas, on peut même les voir à la loupe. S'ils dépassent même à la loupe, on les voit, ça suffit. Mais si on ne les voit pas du tout, on se devra d'aller voir un sophère qui les fasse sortir, qui rouvre et qui refasse sortir ces poils-là. On a parlé des parachiotes, des matliot. Donc j'ai inclus déjà deux autres qui ont un rapport avec le Rambam. L'avant-dernière chose que le Rambam nous dit, c'est qu'il faut être tofer tagidim, tofer ta tfilin begidim. Ça c'est un guide. Guide, c'est aussi un air de bœuf, un air qui a été travaillé, qui a été tissé pour pouvoir coudre les tfilines. On ne peut pas coudre les tfilines avec n'importe quel fil. Et donc, on doit avoir toute la melacha, tout le travail des tfilines est fait à partir du monde animal. Tout est fait du monde animal. C'est-à-dire que la peau, elle a été travaillée, le tfilin, elle a été créé de la joue ou de la tête d'un bœuf. Il a été étiré avec des cales, avec des presses, jusqu'à ce qu'on obtienne un carré parfait. La même chose pour le yad. Après, le parchemin sur lequel le sofer écrit, c'est aussi de la peau. Tout est animal. Donc le guide aussi, c'est un air qui a été tissé pour pouvoir coudre les tfilines. Ça aussi, c'est Halakha Moshe Misinaï. Et comme je vous ai dit, il y a 12 tfirot, 12 points de couture. Et le dernier point que le Rambam ramène, qui est Halakha Moshe Misinaï, c'est les retzuot, les lanières de tfilin. Les lanières de tfilin sont Halakha Moshe Misinaï, qu'on doit mettre des retzuot shchorot. Shchorot, à kavana noir. Que toutes les retzuot, elles sont aussi de peau animale, travaillées, tannées, jusqu'à ce qu'elles sont découpées en lanières, et elles doivent être, dès le départ, noires et faites lishma. Tout le travail doit être fait lishma, c'est-à-dire avec la kavana, que ce soit pour la mitzvah des tfilin. Si un goy, ou une femme, ou un enfant font des tfilin,
ou alors font des retsuot. Là, il intervient encore plusieurs décisionnaires disent qu'un goy, ça peut être caché seulement s'il y a un juif qui est derrière lui et qui dit que c'est l'ishma. Mais un goy qui a fait ça tout seul, c'est pas soul. Une femme, elle ne peut pas faire des tefilines. Un enfant ne peut pas faire des tefilines ni des retsuot. Et un problème qu'on peut avoir quand on a des tefilines, et ça, on est affronté ça ici en Israël encore plus, partout dans le monde, mais encore plus en Israël, vu le temps qu'on a ici en été, et on a souvent, des fois, on prend les tefilines pour aller travailler quelque part, ou on les prend avec nous quand on va se promener, ou n'importe quoi, et on les laisse dans la voiture. Et par les étés rudes qu'on a ici en Israël, on peut avoir une voiture, à l'intérieur, la température peut monter jusqu'à 60-80 degrés, je ne sais pas combien que ça peut monter, mais énormément, une température énorme. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 des tefilines. On va dire peut-être le numéro 2. Le numéro 1, c'est l'eau, et la deuxième, c'est la chaleur. Une température élevée, quand les tefilines sont dans une voiture à 60-70 degrés, pendant 1, 2 heures, 3 heures, peut-être même plus, à l'intérieur d'une voiture, ça doit nous allumer un flash. J'ai un problème sur les tefilines. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous que nous, si on est exposé au soleil pendant je ne sais pas combien de temps, comment est-ce qu'on devient ? On devient tout rouge. On se brûle. C'est aussi de la peau. C'est la même chose. C'est de la peau. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du silicone, c'est de la peau. Et à ce moment-là, il y a une réaction qu'elle peut se déformer, elle peut atteindre même les parachiotes à l'intérieur qui sont aussi de la peau. Donc l'encre qui est végétale et aussi minérale, elle peut se décomposer. Donc ça peut nous causer des problèmes. S'il arrive un cas comme ça, tout de suite aller voir un sofer. Voilà, j'ai laissé mes tefilines pendant un certain temps dans la voiture. Bon, si c'est 5-10 minutes, ça va, et non plus qu'il y a quand même des protections. Mais si c'est resté pas mal de temps, il faut absolument aller voir un sofer et lui faire part de lui demander de vérifier les tefilines. Par acquis de conscience. Et un autre sujet, quand est-ce qu'on doit vérifier des tefilines ? Qu'est-ce qui nous amène chez le sofer et qui fait qu'on veut vérifier notre tefilines ? Alors d'abord, en tant que Chabad, on a la hora du rabbi, qui est, le rabbi cite le Mattei Ephraim, qui dit que tous les 12 mois, on doit vérifier les tefilines. Al-Pi Halacha, on n'a pas besoin de vérifier les tefilines tant qu'elles sont extérieurement correctes, bien. On voit qu'il n'y a pas de quelque chose d'étrange ou quelque chose qui a endommagé les tefilines. On n'a même pas besoin d'aller les voir, d'avoir un sofer. Mais comme le rabbi nous demande et en plus, ça, c'est moi qui le rajoute, à mon avis, comme je vous ai dit, dans une atmosphère très, très, très rude, de l'été très rude, où il peut y avoir aussi des problèmes, il est conseillé de les vérifier tous les ans, pour ne voir que rien n'a bougé, que tout est correct. Al-Pi Halacha, comme j'ai dit, une fois tous les 7 ans, dans les 7 ans, on doit vérifier comme une mezouza, 3 ans et demi, ça fait. On peut vérifier les tefilines pour être tranquille. Il y a une autre chose aussi qui peut provoquer un changement dans les tefilines, c'est la transpiration. Je vous ai dit l'eau et la transpiration. L'eau, si c'est tombé dans une flaque d'eau ou dans je ne sais pas où, ou alors quelqu'un qui revient du mikvé, il a la tête toute mouillée, il met cette tefilin avec une tête mouillée, ou alors il transpire énormément, ça aussi, ça peut
faire que les tefilines se déforment et qui peut c'est pas souvent que ça arrive, mais ça peut atteindre aussi les parachiotes. Est-ce qu'on aurait le droit maintenant de mettre des tefilines lorsqu'on a, je vous ai dit qu'il y avait 12 coutures, et une des coutures a été sectionnée. Ça peut arriver, je vous ai dit que c'est du guide, et comme vous voyez, le guide il est très très fin, malgré qu'il y a ici une rainure où le fil est logé à l'intérieur, mais des fois ça ressort de l'extérieur, et il peut être sectionné. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre des tefilines avec une couture sectionnée? Alors ça dépend. Où est-ce que cette couture, elle se trouve? Si elle est sur les côtés, une couture ici sur le côté, on a le droit. Une deuxième couture qui serait sectionnée ici, de l'autre côté, on a le droit. Trois coutures, ça devient un problème. Si deux coutures, elles sont opposées à l'autre, c'est aussi permis de les mettre. Mais à ce moment-là, ça devra nous réveiller et d'aller voir le sofer, lui dire, voilà, écoute, je suis pas tranquille, je préfère que tu me les changes. Recoue-moi les tefilines. Et ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est valable si ça a été cousu comme il faut dès le départ. Ça veut dire que si le sofer en lui-même, il a cousu, et puis il a sectionné en cousant, il s'est sectionné, il a fait un rafistolage, ça ne marche pas. Il faut que ça soit 12 coutures entières. Et après, si ça s'est sectionné, on peut, comme je vous ai dit, dans les cas différents, ça peut être kasher et ça peut être pasoul. Les tefilines, on les met dans des boîtiers. On a Rashi, Rabbeinu Tam. Rashi, il a une kedusha. On prie avec eux toute la tefila. On met que Rabbeinu Tam après. C'est par rapport à la marloquette qui est entre les deux. Mais ça ne veut pas dire qu'un est plus important que l'autre. Malgré que oui, le Rashi est plus important. Est-ce qu'on aurait le droit de prendre les boîtiers de tefilin de Rabbeinu Tam ou la sacoche de Rabbeinu Tam et de mettre à l'intérieur des tefilines? Ou alors j'ai reçu une paire, j'ai changé mes boîtiers, j'ai changé ma sacoche et je l'ai donné à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il va mettre des rachis à l'intérieur. C'était Rabbeinu Tam. Alors, c'est marqué que En moridim kdusha mikdusha. C'est-à-dire que Rashi, il a sa kdusha à lui, et on ne fait pas passer sur la kdusha de Rabbeinu Tam. La même chose pour les lanières, la même chose pour les boîtiers, la même chose pour les sacoches. Chaque chose. Maintenant, si on ne sait pas d'où ça vient, le khatrila, c'est mieux de ne pas le prendre, mais si on l'a fait, c'est pas grave. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant, si c'est pas marqué Rashi, Rabbeinu Tam, on peut les mettre comme on le veut. Maintenant, je vais parler des retsuot. Les retsuot, comme je vous ai dit, c'est Halacha Moshe Misinaï, qu'elles doivent être noires. Elles doivent être noires tout au long de toute la grandeur, toute la retsuot en elle-même, elle doit être noire du début jusqu'à la fin, et même là où il y a le kesher, le nœud. Maintenant, quand est-ce qu'on va savoir si notre restoua est kshera ou pas? Elle doit être noire d'un bout à l'autre. Et s'il y a des fois, par rapport au temps qu'on met les tefilines, il y a une usure et il y a une fatigue de la matière, et par de ce fait, la peinture de la retsoua, elle se fendille, elle devient fendillée, elle craquelle. À ce moment-là,
tout dépend tout dépend combien que c'est craqué. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu. Si c'est vraiment craquelé et que la peinture elle a sauté, là il faudra changer la retsua. Et je pense que c'est souvent dans les vieilles retsuot, quand on a passé au moins une dizaine d'années, ou peut-être moins, mais quand la retsuot, elle a été surtout que quand on fait les mifzaïm, on fait mettre les tefilines à plusieurs personnes, donc il y a une usure qui se fait à la longue. Donc, à ce moment-là, on devra changer les retsuot. Mais si c'est une fissure très fine, très infime, que quand on plie la retsua, on voit que ça s'ouvre et on voit la couleur blanche à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des couleurs, il y a des retsuot noir, donc c'est moins problématique. Mais si on voit, c'est une lanière est blanche, noire, et quand on la plie, on voit que il y a une fissure. Quand on la referme, on voit que c'est noir. Donc, on ne devra pas courir, aller acheter d'autres retsuot. Mais ça nous indique à nous que ça commence à se fatiguer et il faudra penser ultérieurement à les changer. Tout cela, c'est dans le métrage depuis le nœud jusqu'au doigt, et tout ce qu'il y a après le doigt, si c'est là-bas, c'est moins grave, mais jusqu'au doigt, c'est impératif que ce que je vous ai dit, si c'est fendillé, si c'est ça craquelle, il faudra changer la retsuot. Ça, c'est pour la shrirut, pour le noir des tefilines, des retsuot. L'épaisseur des retsuot est très importante aussi. D'après la halacha, l'épaisseur maximum, pas maximum, ultime, c'est keseora. Seora, c'est une orge, le grain d'orge, qui fait en général 1 cm, 1 cm. 1 cm, c'est la largeur de la retsua qui est adéquate. Moins que ça, le minimum pour que ça soit encore cachère, c'est kerchita, comme un grain de blé, c'est 9 mm. 9 mm qui sont impératifs pour avoir encore une retsua cachère. Moins que ça, il faudra changer la retsua. Et s'il y a plus, il y a des chitotes, comme chez Chabad, certains mettent des retsuot de 1,8, 1,6, mais ça, il faudra faire attention, parce que c'est bien beau d'avoir, on dit que le Rabbi avait des retsuot beaucoup plus larges que 1,5, qui est généralement chez tous les tefilines, 1,4, 1,5. Chez nous, pour les gros tefilines, c'est 1,5. Mais il y en a qui prennent un peu plus grand, comme le Rabbi. Ce qu'il faudra faire attention, c'est que si ça peut rentrer à l'intérieur. Pour avoir des retsuot, comme ce que le Rabbi mettait, il faut que ça soit matim, il faut que ça soit compatible avec le ma'abarta, ce qui s'appelle le ma'abarta, ma'avar, là où on met les retsuot. Si c'est trop gros et qu'on devra les tirer pour pouvoir les faire rentrer, on risque de nuire à la retsua, et là, ça sera un problème aussi. Donc, c'est à vous de voir. Une dernière chose que je voulais parler, c'était sur le inyan de Shem Hashem. C'est un chidouche que j'ai trouvé en étudiant sur les lachot de Shem Hashem. Un sofer qui écrit le Shem Hashem, il faut savoir que le Shem Hashem, on n'a pas le droit il y a 7 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Un des 2 noms, le plus grand nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Et ils doivent, chaque chose qui est chaque chose qu'on écrit, un sofer écrit, c'est bien entendu écrit les Shem Dushat Sefer Torah, les Shem Dushat Mezuzah, les Shem Dushat Tefillin. Et que ça soit aussi dans l'ordre chronologique de l'écriture.
On apprend du mot urtav tam, ktiva tama. Ktav, tam. Ça doit être écrit de façon entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ktiva velo hakika. Ktiva, l'écriture, et pas gravé les mots. C'est-à-dire que si je pouvais prendre quelque chose qui fasse la forme de la lettre en gravant, ça, je n'aurais pas le droit. Ça doit être tout fait avec de l'écriture. Là où je veux en venir, j'ai étudié une halakha. Je vous montre directement. Le Shem Hashem, il a été sur une page d'un Sefer Torah, d'un Tfilin, n'importe quoi. Et il y a eu une déchirure du klaf. Et elle a coupé le mot, la lettre He, le dernier He, elle a été coupée en deux. Est-ce que j'aurais le droit de mettre derrière un morceau de klaf, de rafistoler derrière, de le coller derrière, et comme ça, je réunis le He. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? D'après ce que je viens de vous dire. Si c'est pas un nom de Dieu, vraiment. Si c'est pas un nom de Dieu, non plus. Mais là, le plus important, c'est parce que comme on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, là, c'est encore plus problématique. Là, c'est encore plus problématique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois effacer un petit peu de la lettre, de la partie de la lettre et une autre partie de la lettre et l'autre partie de l'autre côté, je dois l'effacer aussi pour laisser dévoiler un peu une partie du klaf, ou alors d'enlever tout ce qu'il y a ici, de mettre derrière, de coller un morceau de parchemin, et après de réécrire, d'être Mekadesh, Ani Kotev Lashem Kedushat Hashem, d'être Mekadesh, et je réécris, ça c'est vrai seulement dans le Sefer Torah. Dans les Tfilin Mezuzot, on ne peut pas le faire, parce que ça doit être écrit dans l'ordre chronologique, donc si ça s'est fait au milieu d'une mezouza, au lieu d'un tfilin, on ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce que se passe? Je peux coller derrière. Maintenant, mon chidouche à moi, c'est en pensant, j'ai dit, c'est marqué que Ben Ish ve Isha, il y a Akadosh Baruch Hu, Zachu, Ish ve Isha, Zachu, Shechina Benehem. Im lo zachu, ochaltam. Donc, chacun, quand il y a un litige entre l'homme et la femme, alors pour pouvoir réunifier les deux, il faut que chacun donne de lui-même. Et là, c'est là que j'en viens. Chacun doit effacer un peu de son côté. Si vous regardez, celui-là, il regarde celui-là, et celui-là, il est de côté, mais il y a une déchirure entre les deux. Ils ne sont pas en accord. Pour pouvoir les réunifier, il faudra avoir de la colle. Et qu'est-ce que c'est cette colle-là? C'est comme Davak Beishto, c'est aussi Ahava. Ahava, alors à ce moment-là, on a Echad, Hashem Echad. Comment c'est Echad? C'est Shlosh Esrei ve Shlosh Esrei. Et alors, Shlosh Esrei ve Shlosh Esrei, c'est 26, c'est 26, qui est le nom de Dieu. Seulement que quand chacun il va donner de lui-même, il va s'effacer devant l'autre, comme on a dit qu'il faut effacer un peu des deux lettres pour pouvoir les réunifier, sinon ça ne marche pas. Quand chacun va s'effacer devant l'autre, à ce moment-là, on va mettre de la colle derrière, on va se remettre en question, on va mettre un peu d'amour et un peu de sechel, et là on aura le Shem Hashem qui nous réunifiera. Au sujet de l'encre, c'est fait avec quoi l'encre? L'encre, c'est fait avec du végétal et aussi avec ce qui s'appelle kankantum. Kankantum, c'est des minéraux. C'est des minéraux. Le kankantum, il donne la partie noire de l'encre. Et d'autres végétales que je ne saurais pas te dire parce que je ne fabrique pas, mais si tu veux, je pourrais rechercher et te le dire. Mais c'est en général, voilà.
Ce sont des végétaux et des minéraux. Et tout ça, c'est fait l'ishma aussi. L'ishma. L'encre, non, l'encre n'est pas obligée d'être l'ishma. Non. Est-ce qu'on peut couper le bout d'une lanière de Couper le bout, les khatrila, après qu'on a fait la bracha sur la lanière, il vaut mieux pas couper le bout. Maintenant, si c'est vraiment gênant, si que quand on s'assoit, on marche dessus, ou alors sur celle de lanière du roche, ou alors c'est vraiment gênant, on peut couper et c'est pas... Parce que, tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de makor dans la Gemara sur le Inyan des halachot, combien de l'Eretzuot, combien que ça doit être un grand et tout, il n'y a pas un makor dans la Gemara. C'est pour ça que... Mais les khatrila, du fait qu'on a fait une bracha dessus, et ça s'appelle Teshmei Shek Dusha, donc on est mityaches avec kavod.